Pourquoi t'essayes d'échapper à ton destin, Antoine? Vous écoutez Antoine. Aime le rock. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Antoine et ses copains aiment le rock, le podcast. Aujourd'hui, en réponse à l'article d'Emma sur Weird Sound, nous allons parler de Serge Gainsbourg. Alors pour lui répondre, on va plutôt aborder un côté... on va faire une espèce de petite saga de sa vie, puis on va un peu s'attarder donc sur l'album Melody Nelson qui fait partie de son article, et c'est l'analyse qu'elle en livre, auquel on va répondre. Bonsoir Benjamin Durand. Bonsoir Antoine. Qui va être donc mon chroniqueur pour ce podcast. Du coup, Serge Gainsbourg, ça commence quand? Je sais moi qu'il est la même année que mon grand-père, donc en 28. Donc 2 ans après Chuck Berry, on est en France, voilà, tu as un peu quelque chose à me dire sur son enfance, etc., de comprendre un peu... Oui, bah écoute, oui, une enfance quand même assez traumatisante et particulière. Il est le fils d'immigrés russes chassés de l'Ukraine, il me semble. Je crois même qu'ils étaient encore plus qu'ukrainiens. Ils étaient de Crimée, il me semble. Oui, c'est bien possible. C'est les Russes de Crimée. Il était le cadet. Il avait des sœurs aînées qui l'ont beaucoup couvé. Un père pianiste raté, enfin musicien raté dans le sens avoir une grande carrière professionnelle, mais pianiste de bar, doué et surtout très 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 exigeant et très très marqué aussi par les avant-gardes artistiques en peinture du début du XXe siècle, et il va enseigner à la fois la rigueur de la musique et l'exigence de l'avant-garde artistique à son fils. Et ce qui, bien sûr, ce qui va nous amener à tout ce que Gainsbourg a dit, et notamment la controverse très célèbre avec Guy Béard sur le plateau d'Apostrophe, sur art majeur, art mineur, etc. Là, c'est un peu toute l'idéologie de Gainsbourg tout à fait. Résumée à ce débat-là. Il est tellement convaincu de son fait que c'est un art mineur et qu'il arrivait à balancer des chansons et des écrire assez vite. C'est en ce sens-là qu'il parlait, je pense, d'art mineur, c'est qu'il n'y avait pas une démarche intellectuelle aussi profonde que dans d'autres arts majeurs, c'est ça, en gros. Ouais, mais je pense qu'il a, il a aussi toujours gardé sa détresse, à mon avis, de jeune homme, à vouloir être peintre et à ne pas y arriver, et ne pas avoir le talent aussi quelque part pour pouvoir être ce peintre. Mais bon, pour finir vite fait sur l'enfance, même si évidemment il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, on ne peut pas non plus occulter le fait que Gainsbourg est un enfant juif pendant la Deuxième Guerre mondiale qui porte l'étoile jaune. Il en parlera d'ailleurs notamment sur l'album avec Nazi Rock dans le Comment non, pas du tout, l'album de 75, Rocker and the Bunker, où il parle de la Yellow Star qu'il portait, où dans son truc d'enfant il disait que c'était son étoile de shérif. D'accord. Ouais. Alors que bon, il a quand même passé la guerre la plupart du temps caché dans le Limousin, et heureusement réchappé de ça, mais on peut imaginer tout à fait quel traumatisme ça a pu causer chez lui. Bah, s'il s'échappe de ça, c'est aussi parce que du coup il multiplie un peu les talents entre guillemets artistiques, il fait du dessin, etc. Il chante un peu déjà, donc du coup jusqu'à ses 30 ans il fait des petits boulots, il est prof de dessin, de chant, il travaille dans des collèges et tout. Oui. Et il va devenir pianiste de bar comme son père. Voilà, et c'est Boris Vian, c'est le premier déclic de sa vie, quoi, quand même. Bah oui. On est, alors rappelons où est-ce qu'on est. On est dans le Paris des années 50, donc le Paris très très marqué par le Saint-Germain-des-Prés de l'existentialisme, avec le jazz qui devient le truc qui rend tout le monde complètement fou dans les caves de Saint-Germain. C'est l'époque de Julian Greco, de Sartre. Il est quand même dans un milieu très, très bourgeois, très aisé, en fait. Non, pas forcément. Non, enfin, Gainsbourg... Il arrive à intégrer le cercle Bah, il vit à Paris, il s'intéresse à la musique, et vu qu'il est pianiste de bar, etc.,
il est au contact de tout ça, il voit tout ça, même s'il n'est pas inséré là-dedans, même s'il n'est pas, mais il est, il y a tout un monde. De toute façon, quand on est musicien à Paris, on connaît un petit peu tout un circuit, etc. Et donc effectivement, oui, c'est effectivement Boris Vian qui va être un espèce de déclic sur scène, et un choc d'autant plus violent que Boris Vian meurt brutalement, et quelque part Gainsbourg prend ça comme une espèce de révélation. Boris Vian meurt, il faut que je reprenne ce flambeau-là, parce qu'il n'y avait personne qui faisait ça. D'accord. Et donc très vite, à la fin des années 50, il va sortir ses premiers disques. Le Point Seigneur des Lilas sort en 58. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est à la fin des années 50. Et donc il s'insère dans cette espèce de circuit de chanteurs rive gauche, de tous les quartiers, voilà, Contrescarpe et tout ça. C'était vraiment les lieux où tous ces chanteurs étaient comme ça. Et bon, Gainsbourg a un succès relativement confidentiel, même s'il fait des apparitions de télévision qui sont sorties des dizaines de fois depuis pour des trucs d'archives assez connus, mais voilà. Mais il va surtout se révéler comme auteur-compositeur, et essayer de placer ses chansons par rapport à beaucoup de chanteuses, etc. Et bien sûr, c'est surtout Juliette Gréco qui va lui donner son premier truc de reconnaissance, en étant la personne qui crée la javanaise, notamment en 62. Ouais, d'accord, donc dès 62, ça marche bien, c'est un succès. Il est dans le circuit. Il est dans le circuit, mais ça se vend pas des masses, il se démarque pas vraiment, pourtant c'est déjà quand même des textes assez oui, mais bon, remarquables. 62, on est quand même en plein dans l'époque du yéyé, etc. Donc il est jazz, pas... c'est vraiment très jazz. Gainsbourg est dans un truc où il est pas classable, parce qu'il est sur un espèce d'entre-deux. Il fait un jazz un peu classique, et des paroles complètement sulfureuses qui décrivent sa vie de Parisien. Oui, mais au niveau du public, de ce qui se vend en France, faut faire soit du Brel Brassens, Ferré est en train d'arriver, etc., ou soit du yéyé, etc. Mais c'est vrai que Gainsbourg... Il y a une très bonne chanson chez les yéyés. Voilà, absolument. Et donc Gainsbourg se cherche, teste, essaie de placer des chansons à droite à gauche. Et il y a donc la chanson qu'il écrit pour France Gall qui gagne Eurovision. Alors voilà, là ça va être vraiment le deuxième gros déclic. Même s'il y a beaucoup d'autres interprètes féminines, on va dire que la première importante était Juliette Gréco, la deuxième ce sera effectivement France Gall, et c'est à ce moment-là qu'il y a ce moment où, selon la phrase de Gainsbourg prononcée au micro de Denise Glaser dans l'émission culte Discorama, j'ai retourné ma veste et je me suis rendu compte qu'elle avait une doublure en vison. Donc voilà, c'est ce moment où Gainsbourg est allé en Angleterre. Il est assez fasciné, même s'il est évidemment méprisant par rapport à juger musicalement la qualité des Beatles, mais il se rend compte que c'est quand même plus élaboré, plus intéressant, plus vivant que ce qui se fait en France dans le prêt à consommer des yéyés. Et donc il va décider à partir de là d'aller bosser en Angleterre avec des arrangeurs en Angleterre et des musiciens meilleurs que ce qu'il y a en France. Et donc et il va aussi oser à ce moment-là piquer sans vergogne dans le répertoire de la musique classique qu'il connaît par cœur grâce à son père, et faire des détournements de mélodies du classique. Genre Bibi Initial, comme ça. Initials Baby, bien sûr. Et ça, c'est déjà enregistré en Angleterre. Donc, voilà. Ah oui, à partir de ce moment-là, de toute façon, il enregistre tout en Angleterre, bien sûr. Alors, on a parlé de Gréco, on a déjà cité France Gall, là, on parle de Brigitte Bardot, dans Initial Bibi, et m'a dit parle du fait que c'est un homme à femme et que ça va conduire toute sa vie, il sera accompagné par
une muse, on peut dire ça comme ça, je sais pas. Le grand déclic, c'est quand même Bardot. Effectivement, Gainsbourg, bon alors après, je passe sur le fait qu'il a déjà été marié 2 fois à ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'était un peu la vie d'un jeune parisien classique. Il quitte le foyer où il a quand même déjà 2 enfants, etc., mais avec une femme apparemment assez instable, pour s'installer dans un appartement de la Cité des Arts. Et là, il a une grande vie de bachelor, etc. Et il est contacté par Bardot dans un premier temps pour lui écrire des chansons, etc. Et une chanson excellente de Bardot qui s'appelle L'appareil à sous sera une de leurs premières collaborations. Bardot est assez intéressé par Gainsbourg, qui lui fait chanter des choses un peu moins idiotes que ce qu'elle pouvait chanter avant. Et sur la proposition de l'ORTF qui veut faire un grand programme Bardot pour le nouvel an de l'année 1968, Gainsbourg se met à écrire toute une série de chansons, Harley Davidson, Bonnie and Clyde, etc. C'est une période que j'adore. Et, donc ça va être le lieu de ce show Bardot, et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent amants. Donc une relation apparemment complètement passionnée. Enfin bon, Bardot, on dira tout le bien qu'elle a pensé de Gainsbourg, etc. Mais mariée avec le playboy allemand Günther Sachs à l'époque, elle refuse de quitter son mari et décide de partir pour un tournage à Almeria en Andalousie, avec Sean Connery d'ailleurs. Et elle quitte Gainsbourg sur cette entrefaite. Et c'est donc ce qui explique que Gainsbourg écrit la chanson Initials Baby alors qu'il vient de se faire plaquer. Donc on est en 68, d'où l'évocation de Almeria dans les paroles de Initials Baby. Donc Brigitte Bardot, voilà. Et ensuite, donc, c'est très vite une rencontre avec Jane Birkin. Voilà, sur le tournage du film Slogan. Et qui va pousser un peu le bout, enfin, qui va changer, enfin, qui va transformer. En tout cas, l'égérie qui met enfin, ça va être le même schéma qu'avec Bardot, mais donc avec cette femme anglaise, Jane Birkin. Oui, et puis avec surtout son premier tube, son premier vrai tube à son nom, même si Jane... 69 Bah non, Je t'aime moi non plus, qu'il avait écrite pour Bardot. Qui avait donné... Il y a d'ailleurs une version avec Bardot du coup. C'est la première qui a été enregistrée en 68, une version complètement torride, vraiment mais qui, comme Gainsbourg l'a souvent dit, en fait, il a souvent dit la version de Bardot, si je l'avais sortie à l'époque, elle n'aurait pas marché. C'est clair. Les gens ne l'auraient pas compris. Ça, je le comprends. Et ce qui fait marcher la version avec Birkin, c'est justement le côté, le fait que Birkin, de façon intuitive, se met à chanter avec cette voix complètement haute qui donne de l'identité à la chanson. Et en fait, beaucoup plus que Bardot, même si Bardot évoquait le côté sexuel, etc. En fait, Birkin évoque vraiment un truc complètement nouveau, et c'est ça qui va faire décoller la chanson, numéro 1 en Angleterre quand même. Ça doit être un des seuls français. Enfin, peut-être qu'il y a des mecs dans l'électro maintenant qui ont fait des bonnes personnes dans les disques, mais c'est vrai que c'est... Bon, en tout cas, historiquement, c'est le premier numéro 1 français en Angleterre. C'est pas le dernier? Non. C'est une bonne question. Mais voilà. Du coup, comment donc du coup on arrive à peu près au début des années 70, et donc là on va parler un petit peu, on va faire une grande parenthèse sur l'histoire de Melody Nelson, en fait, dont parle Emma. Oui. Gainsbourg un petit peu, il a cette reconnaissance d'auteur depuis l'Eurovision. Il a désormais cette reconnaissance en tant qu'interprète, pas uniquement culte et à succès avec Je t'aime moi non plus. Birkin est devenu sa muse. Et il veut mettre en œuvre quelque chose dont il va pouvoir être fier. Il ne va pas être uniquement un objet de consommation pop, mais quelque chose dont il va vraiment pouvoir être fier. Et donc il utilise l'argent obtenu grâce à toutes les ventes de Je t'aime moi non plus pour ce projet Melody Nelson, donc pour lequel il convoque l'arrangeur Jean-Claude Vannier. Et donc ils partent à Londres et ils travaillent tous les deux à Londres avec des musiciens, des requins de studio anglais,
notamment le bassiste Herbie Flowers, qui sera le bassiste notamment des sessions de David Bowie et de Lou Reed, notamment Walk on the White Side. Et donc voilà, ils élaborent ce projet qui sera une espèce de fil rouge de la carrière de Gainsbourg. C'est un ovni total, c'est assez à part quoi. Le format est génial, c'est une espèce de mini, d'opéra rock. Oui, tout à fait, oui. Bluesy, qui est vraiment franchement assez impressionnant, très court pour un LP. Et donc voilà, avec ces musiciens, ils développent ça. Donc, tout à fait, l'album ne marche pas. Ah ouais, absolument pas. C'est même il le prend mal, je crois, Gainsbourg à l'époque. Il le prend mal, Enfin, il est quand même fier de l'avoir fait. Il est notamment fier que son père puisse l'écouter juste avant de mourir. Et d'ailleurs, son père lui enverra une lettre très émouvante où il lui dira à quel point il est fier de lui, et il mourra quelques temps après. Donc, je pense que c'est pas mal. Rien que pour ça, c'était quelque chose qui valait le coup d'être fait. Donc qu'est-ce qu'il y a après? C'est difficile de parler chanson par chanson sur l'histoire de Melody Nelson. Qu'est-ce qui fait que c'est comment on peut décrire ça c'est le projet de musique rock chanté en France sans doute le plus ambitieux, le plus ambitieux au niveau de la forme, parce que il y avait de toute façon, il arrive à une espèce de croisée des chemins. On est après les expérimentations de Pierre-Henry, par exemple. On est aussi juste après cet album que Brel a fait en 68, qui est quand même très très innovant par rapport à ce que Brel pouvait faire. Aussi, on n'en parle jamais assez de cet album de Brel en 68, l'album où il y a J'arrive, Je suis une nuit d'été, etc. Mais justement, Brel est sorti a quitté la scène, et donc il fait un album un petit peu comme les Beatles de Sgt Pepper. En fait, il décide de faire de la musique sans avoir à penser à la reproduire sur scène et à la complexité que ça pourra avoir, plus dans sa dramaturgie. Parce que l'album arrêté déjà depuis 3 ans la scène. Voilà, donc c'est marrant. Donc je pense que Gainsbourg s'inscrit aussi un petit peu là-dedans, mais il règle aussi ses comptes avec son passé, avec ses frustrations d'artistes ratés, en tout cas dans sa tête. Et donc il fait ça en se disant qu'il en a le droit. Il se fiche d'avoir du succès ou pas. Il est déçu de ne pas avoir de succès, mais il s'en fiche. Et de toute façon, c'est le moment où Jane Birkin, elle, devient vraiment la vraie star au cinéma et en musique. D'ailleurs, sur l'album, justement, c'est ce qu'il met en scène. Enfin, voilà. Il met en scène sa muse. Voilà, c'est quoi l'histoire, en fait, s'il y en a une, s'il y a une cohérence entre les morceaux? Il y en a une ou pas? Bien sûr. Donc bien sûr. Elle nous en parle, justement. C'est finalement ce qu'il refera avec L'homme à tête de chou et avec You're Under Arrest, en fait. C'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux et devient obsédé par une jeune fille plus jeune que lui, etc., et qui finit par le rendre fou. En fait, c'est l'obsession, c'est le schéma psychologique obsessionnel de Gainsbourg. Il l'a fait toujours. Lehman & Sess, c'est un peu ce que tu dis. Bien sûr. Ça, c'est un peu particulier. Je me souviens, ça choquait aussi pour ça, parce que les gens en France... il y a quand même dû avoir dans les provinces des gens qui disaient que Gainsbourg était un personnage horrible, dégueulasse. Bien sûr, je me souviens, oui, ma grand-mère. C'était un peu limite, c'était un peu même embarrassant, même entendre ça enfant. Mais c'est ni plus ni moins, après, c'est de la culture des gens, parce que c'est ni plus ni moins que le Lolita de Nabokov. Oui, d'accord. En fait, c'était le livre préféré de Gainsbourg. Pour le grand public, mais je sais bien. Mais bon, quand on se remet dans le contexte, le film de Kubrick était quand même sorti en 62, donc c'était quelque chose quand même dans la culture de masse, normalement, assez inscrit. Donc effectivement, mais voilà, effectivement, c'est vraiment le grand génie de Gainsbourg, c'est d'avoir amené cette culture-là, etc., dans la culture de masse, etc. Et effectivement, c'est ça qui est très très beau, c'est que ça a fracturé la France. Ouais. Est-ce que c'est une façon de dire que c'est beau, mais en tout cas, il l'a fait accepter. Ouais. Et justement, dans ces années 70 où Gainsbourg n'a pas de succès avec ses disques, après il enchaîne. Il fait quand même des singles, tu sais, un peu cocasses. Oui, il y a ça, oui, surtout la Micahouette et puis Six Extension. Voilà, bien sûr. Ouais. Voilà, mais là, il commence un peu à faire.
Enfin, prendre une trajectoire à la bouille au moment de Let's Dance, en fait. Oui, enfin, mais. C'est des choses qui sont plus populaires. Non, le Let's Dance de Gainsbourg, c'est aux armes, etc. Ouais, c'est un reggae. Justement, on va arriver là. Qu'est-ce qui se passe l'album, je veux dire. Oui, non, mais là, il part dans sa période de reggae, justement. Ah bah oui. D'où ça lui vient? Il fait un voyage, il fait quoi? En fait, Gainsbourg, c'est après la chèque. Juste pour resituer dans la chronologie des albums, parce que tous les albums sont formidables, il faut connaître tous ces disques-là. Donc après, Melody Nelson sort en 73, Vue de l'extérieur. Ensuite, en 75, c'est donc le fameux Rock and Roll the Bunker, qui est un très très bon disque, très très drôle, que seul Gainsbourg pouvait sortir. C'est un disque complètement ironique. C'est là où il y a Nazi Rock. Voilà, c'est un concept album sur la Deuxième Guerre mondiale quand même, qui se finit par l'irrésistible SS in Uruguay, qui est un truc extraordinaire. Il sort en 76, l'année d'après, L'homme à tête de chou. Donc deuxième album concept enregistré en Angleterre sur à peu près la même. Et là, au terme de vente, c'est pareil, c'est 3 albums. C'est les albums confidentiels, etc. Mais Gainsbourg est une star parce qu'il passe dans les shows des Carpentiers à faire l'idiot avec Jacques Dutronc, et Jane Birkin et tout ça. Donc voilà, donc Gainsbourg, voilà. Et donc il sort en 79 aux armes, etc. Alors Gainsbourg est pris en charge après L'homme à tête de chou par notamment un homme assez fondamental qui sera Philippe Le Richaume, qui sera celui qui l'espèce de directeur musical, artistique, etc. pour lui et pour Jane Birkin. Et Philippe Le Richaume, lui, est très très connecté à ce qui se passe en Angleterre, l'explosion de Bob Marley, etc. Un truc qui en France, à l'époque, est quand même beaucoup moins mainstream qu'en Angleterre. Ouais, ils vendent pas beaucoup de 45 tours de Bob Marley, ils en vendent pas encore beaucoup de Clapton qui commence lui à faire Achat de Sheriff et tout. Le reggae, le reggae en France est un truc pas très c'est vrai, important au milieu des années 70. Et Gainsbourg et Le Richaume va choper ça. Et il va dire à Gainsbourg de carrément aller en Jamaïque pour aller enregistrer avec Sly and Robbie. Il se pointe là-bas et il y a un vrai déclic qui se fait. Il voit le vrai intérêt que le reggae peut avoir avec s'il pose son talk-over par-dessus. Carrément, c'est exactement ça. Et donc voilà, l'album est, quand on est puriste de reggae, vraiment très très qualitatif. Et puis évidemment, il y a ce coup de génie de faire la version de la Marseillaise en reggae. Ouais, alors ça provoque un tollé, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe c'est quoi le scandale qui est... Alors, aux armes, etc., bien sûr, c'est sa version de la Marseillaise. Donc, comment on peut expliquer aux gens quel ton il donne pourquoi les gens se sont sentis... de toute façon... Ils n'adhéraient pas à une contestation? La France des années 70, c'est encore une France quand même qui est Giscard, très, oui, c'est Giscard, mais qui est encore très très marqué par le gaullisme quand même. Dans les années 70, justement, l'arrivée ça fait pas 10 ans qu'il est parti. Oui, enfin, et puis surtout, faut se remettre dans un contexte où les gaullistes sont quand même majoritaires à l'Assemblée, même si Giscard est président. Et puis il y a en France, impliqué partout, il y a tout un environnement gaulliste associatif et puis limite mafieux qui rôde en permanence dans toutes les arcanes du pouvoir, etc. Donc l'idéologie gaulliste, nationaliste et puis est quand même très... Giscard lui-même est très controversé quand il veut changer le rythme de la Marseillaise, de la façon dont elle est jouée. Et en fait, je pense que c'est ça qui donne l'idée à Gainsbourg. Il doit trouver ça débile que les gens critiquent Giscard pour le tempo du parce que machin. Et donc, lui, il enfonce le clou et puis il fait ça. Et c'est magnifique parce que je pense que derrière, il y a évidemment un côté provocateur, mais Gainsbourg, lui en fait, là, c'est un immigré. Il fait passer tout le monde pour des cons avec ça. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est formidable. Donc toute la presse de droite lui tombe dessus, etc. Et je pense que Gainsbourg, à côté du côté provocateur, il a un côté émotionnel, le côté émotionnel du fils d'immigré juif que la France a accepté. Et lui, je pense qu'il y a un côté vraiment très premier degré aussi à être content de chanter la Marseillaise, d'en donner une version et de la rendre populaire quelque part.
Et bon, évidemment, le clou du spectacle malheureux, ça sera quand il va en tournée à Strasbourg, et qu'il est empêché de jouer ce concert par des parachutistes, et que Gainsbourg retourne la situation magnifique en chantant la Marseillaise de façon normale, avec les parachutistes qui étaient là pour bloquer le concert, qui se mettent tout d'un coup à se découvrir et à chanter la Marseillaise. Et là, l'interprétation, il est au bord des larmes. C'est magnifique, c'est absolument génial. Et l'épilogue du truc, ça sera évidemment dans les années 80, quand un manuscrit de Rouget de Lille des paroles originales de la Marseillaise sera mis en vente à Versailles, et c'est lui qui va se pointer avec des lunettes noires, fumant sa clope, etc., en renchérissant sur tout, et puis en se barrant avec le manuscrit de la Marseillaise. C'est super. C'est quand même le fuck-off ultime. Donc là, à cette époque, je pense que c'est déjà bien consommé avec Jane Birkin. Non, c'est ça le problème, c'est que le succès qu'il obtient enfin en son propre nom avec Aux armes, etc., lui fait péter les plombs, et Jane en a marre. Et c'est à ce moment-là qu'elle le quitte pour partir avec Jacques Doyon. D'accord, voilà. Et du coup, là, c'est un bon... Oui, ça doit être une rupture douloureuse pour lui, mais ils sont restés jusqu'au bout, très très proches quand même, malgré tout. Et du coup, ils rencontrent donc la dernière période, c'est Bambou. Ça sera Bambou après, oui, mais... Très vite, non dans les boîtes, effectivement, oui. Vu que Gainsbourg devient un espèce de personnage nocturne... qu'il décrit lui-même dans Ecce Homo, le premier morceau de l'album suivant, Mauvaise Nouvelle des Étoiles. Moi, j'ai l'impression que c'est les trois derniers, ça se forme une trilogie un peu... Pas vraiment, parce que Mauvaise Nouvelle des Étoiles, pour le coup, est quand même un peu la suite d'Aux armes, etc., en un peu moins réussi, parce que c'est aussi un album reggae, alors qu'ensuite, il va faire son virage funky. En fait, Gainsbourg est très marqué par le virage de Bowie, avec Let's Dance, et il veut recruter Nile Rodgers pour faire son nouvel album. Mais Nile Rodgers est très très demandé après Let's Dance. Il va notamment faire Like a Virgin pour Madonna, et donc Nile Rodgers décline la proposition, et Gainsbourg va quand même recruter pour Love on the Beat les choristes de Bowie sur la tournée Let's Dance. Mais Stan Harrison aussi était d'ailleurs saxophoniste pour Bowie sur cet album-là. Et donc il va créer ce groupe qui va le faire remonter sur scène, même s'il avait fait une tournée avec les Jamaïcains. Parce que dans les 70s, il y a des images de tournée française. La tournée passe par Strasbourg, où ça a pas C'est ça, en 80. Ça a tourné en 80. Il n'y a pas trop de documents là-dessus. Si, il y a le Palace, il y a le concert au Palace. Ah oui, mais c'est pas... Il jouait quand même dans des salles des fêtes, des trucs comme ça. Il jouait dans des gros trucs quand même dans Gainsbourg. Il n'y avait pas de gros trucs en France à l'époque. Des gros trucs, c'était des théâtres. Bien sûr, c'est ça. Donc, Gainsbourg, est-ce que tu crois qu'il a fait l'Olympia par exemple? Je suis pas sûr. Non. Ouais, c'est marrant. Enfin, il l'a fait en première partie dans les années 60, mais il l'a jamais. Certainement. Mais il l'a jamais fait sous son propre nom. Mais après les tournées, c'est ce qu'on connaît assez bien par les lives super d'ailleurs. Casino de Paris en 85 et le Zénith en 88. Le Zénith, c'est sa dernière tournée là, parce que du coup, au niveau de la santé, vu qu'il fume énormément de cigarettes, qui picole un peu, je pense, même pas mal. Même beaucoup. Enfin, il suffit de voir les émissions de télé. Et puis la manœuvre, on parle dans son bouquin là où justement il passait pas mal de temps avec Gainsbourg, et des fois il était dans des états de déprime assez avancés, quoi. Il voulait mourir, Oui. Il avait un côté il était autodestructeur total. Et du coup, je sais pas où je voulais en venir par rapport à ça, mais en tout cas, il a donc la dernière tournée de Gainsbourg, c'est 89 quoi. C'est 88, 87, 88. Il a déjà fait 3 infarctus. Oui. 3, non, je dis 3, mais... Oui. Non, et puis après, il va notamment bosser sur une expérience douloureuse a priori sur l'album de Vanessa Paradis. Tu veux dire, il écrit Tandem et tout ça. Variations sur le même thème. Il y a des trucs bien d'ailleurs. Il y a des trucs bien, mais il lui mène la vie dure, etc. Donc il est assez diminué. Et ils ne sont pas amants. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, mais l'entourage de Vanessa Paradis refuse beaucoup de ses textes, etc. Enfin bon, il le prend très très mal, mais il va bosser, mais a priori beaucoup se diminuer encore plus. Ça cartonne d'ailleurs, ça marche bien. Bien sûr, oui, il est très bien marketé et tout ça, et puis voilà. Donc, après, il fait un peu... Non, mais justement, après, ce qui est marrant, c'est après ce truc-là, du coup, il se retire un peu, 6 mois avant de mourir, quoi. Il a quitté Paris et
Je sais plus où il meurt, s'il meurt chez lui. Il meurt chez lui rue de Verneuil, oui. Ouais, c'est vrai. Donc, rue de Verneuil, il n'aura pas pu. Il avait pour projet d'aller enregistrer son nouvel album à la Nouvelle-Orléans. Un album de blues, apparemment, ouais. Et donc ça, il n'y a même pas eu de session ou de démo. Non, il était sur le point de. Enfin, Philippe Berichom était parti, je crois, en repérage là-bas pour recruter des musiciens, etc. Mais non. Et donc après, il est enterré, vous savez bien, à Montparnasse, au cimetière. Et du coup, c'était, ça a dû être, je sais pas, moi j'étais quand même un peu petit quand il est mort. Ah, moi, tu te souviens des news. Ah oui. Ah bah non, mais j'ai passé la semaine de la mort de Gainsbourg à n'écouter que du Gainsbourg, à être fasciné, à redécouvrir tout ça. Ah oui, moi c'est la première mort qui m'a marqué dans ma vie. Ça a été une émotion. Je perdais un membre de ma famille ce jour-là. Non, cette année-là, je me souviens vraiment de l'année 89 parce que c'est marrant, mais il y a les morts cette année-là de Gainsbourg et d'Yves Montand ont été vraiment des choses qui ont. Puis bon, c'était une autre époque. C'était une époque où il y avait moins de télévision, etc. Et où c'est des gens qui avaient tellement été des fils rouges et invités tout le temps dans les grandes émissions de variété. Les Carpentiers, mais dans les années 80 plus. Mais les Carpentiers, je n'ai pas trop connu. Jacques Martin. Mais je me souviens surtout de Michel Drucker et même et puis Nulle part ailleurs, les choses comme ça, etc. C'est des gens qu'on voyait tout le temps, quoi. Et puis Gainsbourg, en plus, il passait à la télé parce que ça lui faisait du bien de passer à la télé. De parler avec des gens. Ça lui donnait l'impression qu'on l'aimait et tout ça. Et donc, voilà, il apportait une telle vérité quand il était à la télé. Il n'était pas là pour... il n'était pas là pour faire de la promo, il était là en thérapie pour faire son intéressant, sa provocation, mais surtout parce qu'il avait besoin de cet amour et de cette reconnaissance en permanence. Donc c'en était un personnage extrêmement attachant. Mais c'est ça le problème, c'est que ça avait dépassé le truc, et tout d'un coup, à sa mort, c'est plus le personnage médiatique que là, on redécouvre les trucs, et là, là tu hallucines, tellement c'était génial. Et du coup, c'est difficile de conseiller... un album pour commencer. Si tu n'as jamais écouté Gainsbourg, truc abordable. Moi je pense à cette pléiade de singles qu'il y a entre 66 et 69. Et aussi 2-3 trucs du début, Laetitia, c'est magnifique, Le Pensionnaire des Lilas, Michel Yéyé, L'eau à la bouche. Tu feras une playlist du coup pour oui, bien qui sûr, résume un peu tout ce qu'on a dit. Tout à fait. Voilà, on remercie Weird Sound en tout cas pour ce partenariat sur ce podcast Gainsbourg. N'hésitez pas quand même à liker d'abord notre page YouTube, parce qu'il ne faut pas non plus déconner. Et donc on vous embrasse fort et puis on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.